Vous écoutez Au banc du crime, le podcast qui vous fait juger les affaires les plus sombres. L'audience est ouverte. Mesdames et messieurs, installez-vous sur le banc du crime. Mesdames et messieurs les jurés, ce que vous allez entendre maintenant n'est pas un récit spectaculaire, ce n'est pas une histoire construite pour choquer. C'est pire que ça. C'est une disparition réelle, documentée, froide et terriblement dérangeante. Tout commence par quelque chose que personne ne remarque jamais, un détail banal, un accident de voiture comme il en arrive des milliers chaque jour aux États-Unis. Nous sommes le lundi 9 février 2004. Il fait froid, un froid sec, mordant, typique du nord de la Nouvelle-Angleterre en plein hiver. La nuit tombe tôt. La neige est encore présente sur les bas-côtés, tassée, sale, durcie par le gel. Sur une route secondaire du New Hampshire, la route 112, une Saturne noire de 1996 quitte soudainement la chaussée. Le véhicule percute un talus enneigé, s'immobilise dans un bruit sourd. Les airbags se déclenchent. À l'intérieur de cette voiture, il y a une jeune femme de 21 ans. Elle s'appelle Maura Murray. Quelques minutes plus tard, elle n'est plus là. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre qui était Maura Murray. Pas la version fantasmée, pas la figure mystérieuse que l'affaire est devenue. La vraie Maura. Maura est née en mai 1982 dans le Massachusetts. Elle grandit dans une famille nombreuse, structurée, exigeante. Son père est professeur, sa mère infirmière. Le cadre est stable, l'éducation stricte, l'exigence élevée. Très tôt, Maura se distingue. Elle est sérieuse, travailleuse, déterminée. Sportivement, elle excelle en course de fond. Elle court longtemps, vite, avec endurance. Elle est habituée à repousser ses limites, à gérer la douleur, à avancer malgré la fatigue. Académiquement, c'est la même chose. Elle intègre l'université du Massachusetts, l'une des plus grandes de l'État. Elle s'oriente vers des études liées à la santé, avec l'idée claire de travailler un jour dans le milieu médical. Aux yeux de ses proches, Maura n'est pas une adolescente rebelle. Elle ne disparaît pas sans prévenir, elle ne fugue pas, elle n'a pas de comportement à risque chronique. Mais depuis quelques semaines, quelque chose ne va pas. Le jeudi 5 février 2004, 4 jours avant sa disparition, Maura emprunte la voiture de son père. Elle roule de nuit et elle a un accident. Elle percute une glissière de sécurité. La voiture est abîmée. Maura n'est pas blessée physiquement, mais psychologiquement. Quelque chose se brise. Des témoins rapportent qu'elle est en état de choc. Elle pleure, elle est incohérente, elle semble dépassée. Son père vient la récupérer. Ils passent la nuit ensemble dans un motel. Ils parlent, ils envisagent de changer de voiture. Rien, à ce moment-là, ne laisse penser à une disparition imminente. Mais avec le recul, ce premier accident est une fissure, un signal faible, le premier domino. Le lundi 9 février 2004, Maura se lève tôt. Elle se rend sur le campus, elle envoie plusieurs mails. À ses professeurs, elle écrit qu'elle doit s'absenter une semaine pour une urgence familiale. À son employeur étudiant, même version. Le problème, mesdames et messieurs les jurés, c'est que cette urgence n'existe pas. Aucun décès, aucune hospitalisation, aucune crise familiale connue. Pourquoi mentir ? Dans la journée, Maura retire de l'argent liquide, environ $280. Elle passe dans une boutique et achète de l'alcool. Vodka, Baileys, bière, vin. Elle imprime des itinéraires routiers, des cartes menant vers le nord, vers le New Hampshire et le Vermont, des zones montagneuses, boisées, peu habitées. Elle prépare un sac, quelques vêtements. Pas de valise, pas de tenue pour longue absence. Elle ne laisse aucun mot, aucun message d'adieu, aucun indice clair. Et elle prend la route, seule. Elle conduit sa Saturne noire en direction du nord. Le ciel s'assombrit, la route est étroite, la visibilité moyenne. Vers 19h27, à proximité de Woodville, la voiture quitte la route. Le choc est réel mais modéré. Les airbags se déclenchent, le pare-choc est endommagé.
Maura est consciente. Elle sort du véhicule, elle se tient debout. Un voisin, Butch Atwood, conducteur de bus scolaire, remarque l'accident. Il s'arrête, il parle avec elle. Il décrira plus tard une jeune femme polie mais nerveuse, pas visiblement blessée, pas hystérique mais clairement agitée. Il lui propose d'appeler la police mais elle refuse. Elle lui dit que l'assistance routière est déjà en route. C'est faux. Butch repart, mais appelle quand même la police depuis chez lui, par précaution, parce que quelque chose lui semble étrange. Le délai entre son appel et l'arrivée des forces de l'ordre est court, moins de 10 minutes. Mais quand la police arrive, Maura Murray a disparu. La voiture est là, les airbags sont déployés, le moteur est froid. Mais la conductrice, elle, n'est plus sur les lieux. Pas de sang, pas de traces évidentes de lutte, pas de cris signalés. Les alentours sont examinés, la route est peu fréquentée, mais pas déserte. Quelques maisons se trouvent à proximité. Personne n'a vu Maura partir. Personne n'a vu une autre voiture s'arrêter. Personne n'a entendu quoi que ce soit. Les chiens pisteurs sont amenés sur place. Ils suivent une trace sur environ une centaine de mètres, puis plus rien. Comme si Maura était montée dans un autre véhicule, ou comme si elle s'était évaporée. Mesdames et messieurs les jurés, arrêtez-vous un instant. Imaginez la scène. Une route enneigée, un accident mineur, une jeune femme seule, et moins de 10 minutes plus tard, plus aucune trace humaine exploitable. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Très vite, les hypothèses se multiplient. A-t-elle paniqué et fui à pied dans les bois malgré le froid et la neige? A-t-elle accepté l'aide d'un inconnu? A-t-elle voulu disparaître volontairement? Ou a-t-elle croisé quelqu'un de mal intentionné au pire moment, au pire endroit? À ce stade, aucune réponse, seulement des questions. Et ce silence, ce vide, ce trou noir au cœur du dossier va devenir l'élément central de l'affaire de Maura Murray. Parce que ce qui frappe immédiatement les enquêteurs, c'est l'absence totale de scénario évident. Aucun vol signalé, aucune agression confirmée, aucune preuve de suicide, aucun plan de fuite structuré. Juste une succession de décisions étranges, un mensonge sur une urgence familiale, un départ précipité, un accident, puis le néant. Mesdames et messieurs les jurés, à ce stade du dossier, une seule chose est certaine. Maura Murray n'aurait jamais dû disparaître ce soir-là. Et pourtant, elle l'a fait. Dans la suite, nous allons montrer dans le cœur du malaise, les incohérences, les témoignages contradictoires et les erreurs d'enquête, et les choix qui ont peut-être condamné cette affaire. Gardez bien en tête cette image, une voiture abandonnée sur une route glacée, et une jeune femme de 21 ans qui s'efface de la surface de la Terre en quelques minutes. Parce que rien, absolument rien, ne sera simple à partir de maintenant. Mesdames et messieurs les jurés, reprenons exactement là où nous nous sommes arrêtés. Une voiture abandonnée, une route enneigée et une jeune femme introuvable. Et maintenant, une enquête qui démarre mal. Parce que ce que vous allez entendre n'est pas seulement l'histoire d'une disparition, c'est aussi celle d'une succession de décisions discutables, de délais, de biais et d'erreurs humaines. Des erreurs qui, mises bout à bout, vont créer un brouillard dont on ne sortira jamais complètement. Quand la police arrive sur les lieux de l'accident, la priorité est simple. Sécuriser la zone, vérifier si la conductrice est blessée à proximité et comprendre ce qui s'est passé. Mais très vite, un premier réflexe va orienter toute la suite. Un réflexe courant, presque automatique. L'idée que la conductrice a quitté les lieux volontairement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sang, parce que l'accident est mineur, parce qu'elle a refusé l'aide d'un témoin et parce qu'elle aurait pu craindre une verbalisation. Ce raisonnement va s'installer dès les premières minutes et il ne quittera jamais complètement l'enquête. Les policiers inspectent la Saturne,
À l'intérieur, il trouve des affaires personnelles, des vêtements, des papiers, des livres universitaires. Et il trouve aussi une boîte de vin entamée et des traces d'alcool. Rapidement, une hypothèse s'impose. La conductrice aurait bu, paniqué après l'accident et quitté les lieux pour éviter des ennuis. C'est une hypothèse, pas un fait, mais elle va devenir un prisme. Les recherches immédiates autour de la zone ne donnent rien. Pas de traces évidentes dans la neige, pas de silhouettes aperçues par les voisins et pas de cris. La nuit est froide, très froide. On parle de température largement négative. Si Maura est partie à pied dans les bois, les chances de survie sont faibles. Mais aucune trace claire ne mène dans cette direction. Le lendemain, la famille est prévenue. Et pour eux, le choc est brutal. Parce que très vite, ils comprennent que l'enquête ne prend pas la direction qu'ils espéraient. Du côté de la police, on parle d'une jeune femme qui aurait voulu potentiellement disparaître, même temporairement. Du côté de la famille, cette idée est inacceptable. Ils connaissent Maura, son caractère, son rapport aux autres. Fuir sans prévenir ? Couper tout contact ? Abandonner ses études, sa famille et sa vie ? Pour eux, ça ne colle pas. Les jours passent et les recherches s'élargissent. Des bénévoles arrivent, des battues sont organisées. Des hélicoptères survolent les zones boisées et des équipes fouillent les ravins, les rivières et les sentiers. Mais rien. Pas un vêtement, pas un sac, pas un corps. Et plus le temps passe, plus une question devient obsédante. Comment peut-on disparaître aussi complètement ? Très vite, les incohérences remontent. Plusieurs témoins déclarent avoir vu des lumières inhabituelles ce soir-là. D'autres disent avoir entendu une voiture s'arrêter brièvement. Certains parlent d'un véhicule sombre, d'autres d'un SUV clair. Aucune version ne recoupe parfaitement une autre. Un témoin affirme avoir vu une silhouette près de la voiture. Un autre dit n'avoir vu personne. Le problème, mesdames et messieurs les jurés, c'est que ces témoignages arrivent tard, parfois plusieurs jours après, parfois après avoir été influencés par les médias. Et les médias, justement, commencent à s'emparer de l'affaire. Très vite, la disparition de Maura Murray intrigue, parce qu'elle coche toutes les cases du mystère moderne. Une jeune femme intelligente, un départ inexpliqué, une scène figée, aucun indice décisif. Les forums s'enflamment, les théories fleurissent. Certains parlent d'un prédateur opportuniste, un inconnu qui aurait vu une jeune femme vulnérable seule de nuit, une occasion unique. D'autres évoquent un enlèvement accidentel, un conducteur qui propose de l'aide, une dispute et un geste qui dégénère. Il y a aussi la théorie de la fuite volontaire. Maura aurait voulu recommencer ailleurs, changer de vie, disparaître. Mais là encore quelque chose cloche. Elle laisse derrière elle son argent bancaire. Elle n'utilise plus jamais sa carte. Son téléphone reste silencieux. Aucune trace administrative. Aucune activité financière. Disparaître volontairement, oui. Mais sans argent, sans papier, sans réseau. D'autres évoquent encore l'hypothèse la plus sombre. Celle d'une mort accidentelle dans les bois, suivie d'une dissimulation naturelle du corps. Mais malgré des recherches massives, aucune trace ne sera jamais retrouvée. À ce stade, mesdames et messieurs les jurés, l'enquête piétine. Et c'est là que des éléments plus troublants apparaissent. Des informations contradictoires sur les horaires exacts, des incohérences dans les rapports de police, des détails qui changent d'une version à l'autre. Par exemple, l'heure précise d'arrivée des forces de l'ordre, ou l'état exact du véhicule, ou la position des objets à l'intérieur. Des détails ? Peut-être. Mais dans une affaire sans preuve matérielle, les détails sont tout ce qu'il reste. La famille Murray commence à exprimer publiquement ses doutes. Ils demandent une enquête plus approfondie. Ils réclament des moyens supplémentaires. Ils engagent même un enquêteur privé. Et ce dernier soulève une question centrale. Et si l'enquête avait été biaisée dès le départ ? Et si, en partant du principe que Maura aurait fui volontairement, on avait négligé d'autres pistes essentielles ? Mesdames et messieurs les jurés, mettez-vous un instant à la place des enquêteurs. Un accident mineur, une jeune femme majeure, aucun signe évident de violence. Le réflexe humain est compréhensible.
Mais compréhensible ne veut pas dire irréprochable, car pendant que l'enquête hésite, le temps passe. Et le temps, dans une disparition, est un ennemi absolu. Les premières 24 heures sont cruciales, les premières 48 heures déterminantes. Ici, elles s'écoulent sans avancée majeure. Et plus les jours passent, plus la piste criminelle devient difficile à prouver. Pas de corps, pas de scène de crime évidente, pas de suspect clair, seulement une absence. À ce stade, une question doit être posée sans détour, mesdames et messieurs les jurés. Si Maura Murray avait été victime d'un acte criminel ce soir-là, aurait-on pu l'empêcher? Ou au moins mieux le documenter? Ou bien cette affaire était-elle condamnée dès la première nuit à devenir un mystère? Gardez cette interrogation en tête, parce que dans la suite, nous allons entrer dans les zones les plus sombres du dossier, celles où les certitudes s'effondrent, celles où les hypothèses deviennent dérangeantes. Et vous allez voir que plus on creuse, moins la vérité semble accessible. Negative K, nothing further, just city camping in the corner. Alright, 10 flight, 6 and 2, 1090. Mesdames et messieurs les jurés, à partir de maintenant, l'affaire bascule. Jusqu'ici, nous avons une disparition, un accident, des zones d'ombre et des hypothèses. Mais ce que nous allons explorer maintenant, ce sont les théories, les soupçons et surtout les figures périphériques qui, avec le temps, vont s'imposer dans le dossier. Parce que quand une enquête n'avance pas, l'esprit humain cherche des responsables, des visages et des explications. Et parfois, il en fabrique. Revenons à cette nuit du 9 février 2004. Une question obsède encore aujourd'hui enquêteurs et observateurs. Si Maura Murray n'est pas partie seule dans les bois, alors qui l'a vue en dernier? Officiellement, le dernier contact humain connu est celui de Butch Howard, un homme sans casier, un voisin, un conducteur de bus scolaire. Il parle brièvement à Maura, il propose son aide et elle refuse. Rien dans son comportement ne suggère une agression. Il appelle la police, il coopère. Très vite, il est écarté comme suspect. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, parce que dans les jours qui suivent, des témoignages émergent. Flous, contradictoires, parfois troublants. Certains habitants affirment avoir vu une voiture inconnue à proximité. D'autres parlent d'un véhicule arrêté brièvement, phare allumé, un SUV peut-être, ou une berline sombre. Aucune description précise, aucune plaque, aucune certitude, mais une idée commence à s'installer. Maura aurait pu monter dans une autre voiture, volontairement ou non. Et c'est là que la piste du conducteur inconnu devient centrale. Imaginez la scène, une jeune femme seule, stressée, un accident, la peur de la police, la nuit, le froid, un automobiliste qui passe, il s'arrête et il propose de l'aide. Dans ce contexte, accepter un trajet peut sembler rationnel, même prudent. Mais une fois monté, tout devient possible. Problème, aucun témoin ne peut confirmer cette scène. Aucune caméra, aucun enregistrement. Seulement une trace de chien qui s'arrête au milieu de la route. Comme si Maura avait quitté le sol pour entrer dans un véhicule. Les enquêteurs explorent cette hypothèse. Ils interrogent les résidents. Ils vérifient les véhicules connus dans la zone. Rien. Et progressivement, l'affaire attire l'attention des profils très différents. Des enquêteurs amateurs, des journalistes indépendants, des internautes. Chacun arrive avec sa théorie, son interprétation. Et certaines vont devenir envahissantes. L'une d'entre elles concerne un ancien policier local, un homme vivant dans la région à l'époque, connu pour son caractère particulier. Des rumeurs circulent, des coïncidences sont relevées, des comportements jugés étranges. Mais aucune preuve formelle ne vient étayer une implication criminelle. Rien de solide, rien de judiciaire. Et pourtant, dans l'opinion publique, le doute s'installe. C'est le danger de ce type d'affaires. Le soupçon devient une arme, la rumeur une quasi-preuve. La famille Murray, elle, oscille entre espoir et épuisement. Chaque nouvelle piste est une promesse, chaque impasse,
une douleur supplémentaire. Ils participent à des émissions, des interviews, ils demandent de l'aide, ils veulent comprendre. Mais plus le temps passe, plus les pistes se multiplient sans jamais converger. Une autre théorie prend de l'ampleur, celle de la fuite volontaire. Certains affirment que Maura était sous pression. Stress académique, problèmes personnels, culpabilité après les accidents. Elle aurait voulu disparaître, changer de vie, couper les ponts. Mais là encore, les faits résistent. Aucune activité bancaire, aucune trace administrative, aucun usage de son numéro de sécurité sociale. Disparaître volontairement pendant quelques jours peut-être. Pendant 20 ans, sans laisser la moindre trace, c'est autre chose. Et surtout, Maura laisse derrière elle des relations solides, une famille aimante et des projets. Ce scénario demande un niveau de préparation qui ne correspond pas à ce qui a été retrouvé. Alors certains avancent une version intermédiaire. Maura aurait voulu partir quelques jours, se reposer, réfléchir. Et l'accident aurait tout fait basculer. Une mauvaise rencontre, une panique, un enchaînement fatal. Mais là encore, pas de preuves. Mesdames et messieurs les jurés, c'est ici que l'affaire devient inconfortable. Parce que plus on avance, plus on réalise que chaque hypothèse est plausible et qu'aucune n'est démontrable. Et c'est précisément ce qui fait que la disparition de Maura Murray est l'une des affaires les plus frustrantes du true crime moderne. À ce stade, laissez-moi suspendre le récit un instant. Mesdames et messieurs les jurés, depuis le début, vous avancez avec moi sur cette route glacée. Chaque détail compte, chaque pas peut laisser une trace ou disparaître sous la neige. Et je le vois, certains d'entre vous écoutent encore sans être abonnés. Ça serait dommage de laisser cette enquête se figer en plein hiver. Alors, avant que le froid ne recouvre tout, prenez une seconde. Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube ou là où vous m'écoutez. Ce simple geste pour que ce dossier ne disparaisse pas, lui aussi dans le silence. Reprenons. Car une autre hypothèse plus dérangeante encore commence à émerger avec les années. Celle de l'erreur judiciaire indirecte. Et si Maura n'avait pas été retrouvée, non pas parce qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais parce que les premières heures ont été mal gérées. Zone non gelée, périmètre insuffisant, priorité mal définie. Dans une disparition, chaque minute compte. Ici, les recherches intensives ne commencent que tardivement. Et pendant ce temps, la neige tombe, les traces disparaissent, les souvenirs s'altèrent. Aujourd'hui encore, certaines zones autour du lieu de l'accident n'ont jamais été fouillées de manière exhaustive. Des terrains privés, des forêts denses et des reliefs difficiles. Et parfois, une simple question suffit à relancer le malaise. Mesdames et messieurs les jurés, et si Maura était encore là, quelque part, sans que personne ne l'ait jamais vue? À ce stade de l'affaire, il n'y a plus de certitude confortable, seulement des hypothèses imparfaites, des soupçons fragiles, et une vérité qui semble toujours reculer d'un pas. Dans le prochain acte, nous allons nous attaquer aux zones les plus sensibles du dossier, les contradictions officielles, les documents, les déclarations qui changent avec le temps. Et vous allez voir que parfois, ce ne sont pas les criminels qui font disparaître la vérité, mais l'usure du temps et les failles humaines. Respirez parce que la suite est encore plus dérangeante, mesdames et messieurs les jurés. À ce stade de l'affaire, il faut accepter une chose inconfortable. Plus le temps passe, plus la vérité ne se révèle pas. Elle se déforme. Parce que l'acte 4, ce n'est pas seulement l'histoire de la disparition de Maura Murray, c'est l'histoire de ce qui arrive quand une enquête s'enlise, quand les versions se superposent et quand les documents officiels ne racontent plus exactement la même chose que les témoignages. Et quand la mémoire humaine commence à remplacer les faits. Mesdames et messieurs les jurés, revenons encore une fois à cette nuit du 9 février 2004, pas pour répéter ce que nous savons déjà, mais pour examiner ce qui change selon les sources. L'un des premiers points troublants concerne la chronologie précise.
À quelle heure exacte la police est-elle arrivée sur les lieux? À quelle minute précise Butch Atwood a-t-il quitté Maura? Combien de temps réel s'est-il écoulé entre l'accident et l'arrivée des forces de l'ordre? Sur le papier, tout semble clair. Dans la réalité, beaucoup moins. Certains rapports indiquent une arrivée de la police extrêmement rapide. D'autres laissent entendre un délai légèrement plus long. Quelques minutes d'écart, peut-être, mais mesdames et messieurs les jurés, dans une disparition, quelques minutes peuvent représenter une vie entière. Plus troublant encore, l'état du véhicule. Des photos montrent une Saturn sérieusement endommagée à l'avant. Pourtant, plusieurs témoins décrivent un accident mineur, presque anodin. Alors, quel est le bon récit? Un choc suffisant pour désorienter Maura? Ou un accident suffisamment léger pour lui permettre de repartir calmement? Là encore, les versions divergent. Les objets retrouvés dans la voiture posent aussi question. L'alcool notamment. Était-il intact, consommé, renversé lors de l'impact? Certains policiers évoquent une possible conduite sous influence, mais aucun test n'a été effectué, aucune preuve biologique, aucune certitude. Et pourtant, cette hypothèse va s'imprimer durablement dans les esprits, parce qu'une fois qu'une narration s'installe, celle d'une jeune femme paniquée, ayant bu, fuyant la police, elle devient difficile à effacer. La famille Murray commence alors à s'alarmer. Non seulement Maura n'est pas retrouvée, mais son image publique commence à glisser. On parle de ses erreurs, de ses mensonges, de ses fragilités, comme si d'une certaine manière, elle devenait responsable de sa propre disparition. Mesdames et messieurs les jurés, posez-vous cette question. Quand une personne disparaît, à partir de quand commence-t-on à lui retirer son statut de victime? À partir de quand cherche-t-on des explications qui rassurent plus qu'elles n'expliquent? Au fil des années, les dossiers s'empilent. Des rapports sont corrigés, des déclarations sont nuancées, parfois même contredites. Des témoins changent légèrement leur version, pas par malveillance, mais parce que la mémoire humaine est malléable. Un détail entendu aux informations, une théorie lue sur Internet, un documentaire regardé trop tard, et sans s'en rendre compte, les souvenirs se transforment. Certains habitants affirment désormais être sûrs d'avoir vu une autre voiture, alors qu'au départ, ils n'en étaient pas certains. D'autres pensent avoir aperçu une silhouette, des années après les faits. Et plus le temps passe, plus ces témoignages deviennent impossibles à vérifier. L'enquête privée engagée par la famille met en lumière un autre élément dérangeant. Des zones entières autour du lieu de l'accident n'ont jamais été fouillées en profondeur. Des terrains privés, des forêts denses et des zones escarpées. Pourquoi? Par manque de moyens, par respect de la propriété privée, par conviction que Maura n'était plus là. Mais cette conviction, était-elle fondée ou simplement commode? Mesdames et messieurs les jurés, si Maura avait quitté la route à pied et s'était effondrée à quelques centaines de mètres, serions-nous capables de l'affirmer aujourd'hui? Ou bien aurait-elle pu rester invisible, absorbée par la forêt, la neige et le temps? Une autre question encore plus dérangeante émerge peu à peu. Et si plusieurs erreurs mineures s'étaient additionnées? Pas une faute grave, pas une négligence volontaire, mais une série de petits choix humains. Un périmètre trop restreint, une hypothèse privilégiée trop tôt, une piste mise de côté parce qu'elle semblait improbable, et à la fin, un dossier sans issue. La médiatisation de l'affaire, loin d'aider uniquement, va aussi brouiller les pistes. Des podcasts, des forums, des vidéos YouTube. Chacun analyse, chacun soupçonne, chacun reconstruit. Et parfois des noms sont cités, des personnes sont pointées du doigt sans preuve judiciaire. Des vies sont impactées, des réputations brisées. Et pourtant, toujours aucune réponse. La famille Murray vit dans une attente permanente. Chaque appel inconnu est un espoir, chaque nouvelle théorie est une possibilité, mais aussi une fatigue immense. Car vivre avec une disparition, ce n'est pas vivre avec un deuil, c'est vivre avec une question qui ne se ferme jamais. Mesdames et messieurs les jurés, à ce stade de l'affaire, il faut accepter une vérité difficile. Il est possible que la disparition de Maura Murray ne soit pas liée à un acte spectaculaire. Pas de complot élaboré, pas de scénario cinématographique. Peut-être un enchaînement banal, un choix malheureux, un concours de circonstances. Et pourtant, l'absence de preuves nous empêche de conclure. C'est précisément ce vide qui rend cette affaire insupportable. Parce que plus on avance, plus
plus on comprend que ce dossier ne nous offre pas une vérité nette, mais une série de probabilités. Et dans l'acte suivant, nous irons encore plus loin, nous confronterons ces probabilités, nous mettrons les hypothèses face à leurs limites, et nous tenterons de répondre à la seule question qui compte vraiment. Que reste-t-il aujourd'hui de réellement exploitable dans l'affaire de Maura Murray? Respirez un instant, parce que l'acte 5 est celui des dernières pistes et des derniers espoirs. Mesdames et messieurs les jurés, nous arrivons maintenant dans la zone la plus fragile d'un dossier de disparition, celle où il n'y a plus de faits nouveaux, mais où chaque détail ancien est réexaminé, retourné, pressé jusqu'à l'épuisement, là où l'enquête officielle a ralenti puis presque cessé, et où d'autres ont pris le relais. Car quand une affaire ne se résout pas, elle ne disparaît pas, elle change de main. Année après année, des journalistes indépendants, des enquêteurs privés, des bénévoles et surtout des passionnés de true crime se penchent sur le cas de Maura Murray. Chacun a une méthode différente, chacun avec un angle précis, chacun persuadé que la clé a été manquée. Reprenons les dernières pistes réellement exploitables. La première, la plus terre-à-terre, celle qui refuse toute narration spectaculaire, c'est la piste de la mort accidentelle. Maura aurait quitté les lieux à pied. Elle aurait marché le long de la route puis bifurqué dans les bois, dans le froid et dans l'obscurité. Les températures de cette nuit sont largement négatives. Le terrain est irrégulier, la neige masque les reliefs et les ravins sont nombreux. Une chute, une blessure, une perte de conscience. Dans ce scénario, il n'y a pas de crime, pas de coupable, juste une suite de mauvaises décisions dans un contexte hostile. Mais alors une question persiste lancinante. Comment expliquer que malgré des recherches intensives, aucun corps n'ait jamais été retrouvé? Certains avancent que la nature dans cette région peut engloutir un corps très rapidement. Les animaux, la végétation, l'érosion, la neige puis le dégel. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas satisfaisant, parce que plus de 20 ans ont passé et que rien, absolument rien, n'est jamais réapparu. La seconde piste, celle qui continue de hanter beaucoup d'esprits, c'est celle de la rencontre fatale. Un automobiliste, un habitant de la région, un inconnu de passage. Pas un prédateur organisé, pas un tueur en série nécessairement, mais quelqu'un au mauvais endroit au mauvais moment. Un échange, une montée en voiture, une tension, un geste irréversible. Dans ce scénario, l'absence de corps s'explique par une dissimulation volontaire, un acte réfléchi après coup, une peur des conséquences. Mais là encore, aucune preuve matérielle, aucun témoin direct, aucun élément judiciaire exploitable, seulement des soupçons. Mais les soupçons ne condamnent personne. La troisième piste, plus marginale mais persistante, est celle de la disparition volontaire. Non pas comme un projet de longue date, mais comme une fuite improvisée, un besoin de pause, de silence, d'effacement temporaire. Puis quelque chose aurait mal tourné. Mais cette hypothèse se heurte toujours au même mur. L'absence totale de traces administratives, financières et sociales. Maura ne réapparaît nulle part, ni sous son nom, ni sous une identité alternative identifiable. Et pour une jeune femme de 21 ans sans ressources importantes, sans réseau clandestin, c'est extrêmement improbable. Mesdames et messieurs les jurés, arrêtons-nous ici. Parmi ces scénarios, lequel repose sur des faits et lequel repose surtout sur notre besoin de comprendre? Parce que l'acte 5, ce n'est pas celui des révélations, c'est celui de la lucidité. Avec le recul, ce que révèle l'affaire Maura Murray, ce n'est pas seulement une disparition, c'est la limite de nos systèmes. Une enquête qui démarre sur une hypothèse dominante, des ressources limitées, un territoire complexe et une médiatisation tardive. Et surtout, un élément que personne ne peut réparer, le temps. Chaque jour qui passe après une disparition efface les traces. Chaque semaine déforme les souvenirs. Chaque année transforme les hypothèses en croyances. Aujourd'hui, les autorités admettent que le dossier est ouvert, mais figé. Pas clos juridiquement, mais suspendu, faute d'éléments nouveaux.
La famille, elle, continue. Elle continue parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'une disparition sans réponse est une plaie ouverte. Mesdames et messieurs les jurés, posez-vous cette question honnêtement. Si Maura Murray disparaissait aujourd'hui en 2026, avec les mêmes circonstances, aurait-on de meilleures chances de la retrouver ? Caméras, téléphones géolocalisés, données numériques, réseaux sociaux ? Peut-être. Et c'est là que l'affaire devient encore plus amère, parce qu'elle appartient à une zone de transition, un moment où la technologie n'était pas encore capable de tout enregistrer et où l'humain restait faillible. Il n'y a pas de conclusion confortable à ce stade, pas de vérité définitive, seulement une série de probabilités. Et chacune d'elles laisse un goût d'inachevé. Mesdames et messieurs les jurés, dans l'acte final, nous ne cherchons plus à résoudre l'affaire à tout prix. Nous ferons autre chose. Nous poserons un verdict moral, un verdict humain. Que peut-on affirmer avec certitude ? Quelles erreurs peut-on reconnaître ? Et surtout, que devons-nous retenir collectivement de la disparition de Maura Murray ? Restez avec moi parce que l'acte 6 n'apportera peut-être pas la vérité, mais il apportera du sens. Mesdames et messieurs les jurés, nous y sommes. Il n'y aura pas de révélation spectaculaire, pas de coupable désigné, pas de certitude arrachée de force. Et c'est précisément pour cela que l'acte 6 est le plus difficile. Parce que dans ce dossier, la vérité ne se présente pas comme une réponse, elle se présente comme une limite. Depuis le début, nous avons examiné les faits, les heures, les témoignages, les hypothèses, les erreurs possibles et les silences. Et malgré tout cela, une chose demeure inchangée. Le 9 février 2004 au soir, Maura Murray a disparu sans laisser de traces exploitables. Alors maintenant, mesdames et messieurs les jurés, il ne s'agit plus de chercher ce qui aurait pu se passer. Il s'agit de déterminer ce que nous pouvons affirmer sans trahir les faits. Première certitude, Maura n'était pas une fugueuse préparée. Rien, absolument rien dans les éléments disponibles n'indique un projet structuré de disparition. Pas d'argent suffisant, pas de réseau, pas de fausse identité connue, pas de traces administratives. Disparaître volontairement pendant quelques jours peut-être, disparaître pendant plus de 20 ans sans erreur, sans réapparition, sans contact, cela relève de l'exception extrême. Deuxième certitude, l'accident, aussi banal qu'il puisse paraître, est le point de bascule. Avant cet instant, Maura existe pleinement dans le monde réel. Après, il n'y a plus rien. Cela signifie une chose essentielle. Ce qui lui est arrivé s'est joué dans un périmètre temporel et géographique très restreint. Minutes, centaines de mètres. Un laps de temps si court qu'il ne pardonne aucune approximation. Troisième certitude, les premières heures de l'enquête n'ont pas été traitées comme une disparition à haut risque. Pas par incompétence, pas par malveillance, mais par interprétation. L'idée dominante, celle d'une jeune femme ayant quitté les lieux volontairement pour éviter des ennuis, a influencé les priorités. Et dans une disparition, une priorité mal posée ne se corrige jamais complètement. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un constat humain. Quatrième certitude, aucune hypothèse ne peut être validée à 100%, mais certaines sont plus cohérentes que d'autres. La mort accidentelle dans les bois reste plausible, mais fragile face à l'absence totale de restes retrouvés malgré les recherches. La rencontre avec un tierce est crédible dans le contexte, mais impossible à prouver sans témoin ni preuve matérielle. La disparition volontaire prolongée est la moins compatible avec les faits connus. Nous ne sommes donc pas face à une vérité claire. Nous sommes face à un faisceau d'impossibilités partielles. Et c'est précisément cela qui rend cette affaire si dérangeante. Mesdames et messieurs les jurés, à ce stade, permettez-moi de vous poser une question, non pas d'enquête, mais de conscience. Si Maura Murray n'a jamais été retrouvée, est-ce parce que personne n'a jamais su chercher au bon endroit ? Ou parce que ce qui lui est arrivé ne laisse par nature aucune trace durable ? Parce que toutes les disparitions ne sont pas spectaculaires, certaines sont silencieuses, rapides, presque invisibles. Et parfois, ce sont les affaires les plus simples en apparence qui deviennent les plus impossibles à résoudre. Le verdict judiciaire, lui, est clair. Il n'y en a pas. Pas de procès, pas de condamnation, pas d'acquittement. Mais il existe un autre verdict, un verdict collectif. Celui que nous portons sur notre capacité à accepter l'incertitude, à reconnaître les limites de l'enquête humaine, à admettre que certaines histoires ne se ferment pas. La disparition de Maura Murray nous rappelle une chose essentielle.
Le monde réel ne fonctionne pas comme une série documentaire. Toutes les affaires n'ont pas de fin, toutes les vérités ne sont pas accessibles. Et pourtant, cela ne signifie pas que Maura doit être oubliée. Tant que son nom est prononcé, tant que son histoire est racontée avec rigueur sans sensationnalisme, tant que l'on distingue les faits des hypothèses, alors sa disparition continue de compter. Mesdames et messieurs les jurés, vous pouvez refermer ce dossier, mais vous ne pouvez pas l'effacer, parce que l'affaire Maura Murray n'est pas seulement une énigme policière, c'est un rappel brutal. Il suffit parfois de quelques minutes, d'un accident banal, pour qu'une vie entière bascule dans le silence. Et ce silence, aujourd'hui encore, nous oblige à regarder en face ce que la justice, la science et la mémoire collective ne peuvent pas toujours réparer. Le tribunal du temps reste ouvert, le verdict, lui, restera suspendu. C'est une affaire non résolue. Vous venez d'entendre un nouvel épisode d'Au banc du crime. Si cette affaire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vérité dérangeante. Et laissez une note de 5 étoiles. Vos avis sont la seule arme pour faire vivre ce podcast. Rendez-vous mardi pour une nouvelle affaire.